Je vais vous présenter les autres membres de la délégation. Je m'excuse si j'écorche un nom ou deux. Voilà, veuillez m'excuser par avance. Monsieur Nicolas de Saussure, chef du service du pilotage des politiques de ressources humaines. Monsieur Stéphane Lagier, sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations. Monsieur Xavier Maire, sous-directeur de la synthèse statutaire, de la gouvernance et des partenariats. Madame Florence Caïla, adjointe à la sous-direction de la synthèse statutaire, de la gouvernance et des partenariats. Madame Nathalie Green, chef de bureau de l'encadrement supérieur et des politiques d'encadrement. Monsieur Michael Chaussard, chef du bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social. Et Monsieur Xavier Marotel, adjoint à la chef du bureau de l'encadrement supérieur et des politiques d'encadrement. Donc la DG AFP, il allait de soi que nous souhaitions vous auditionner dans le cadre d'une mission sur la déontologie et éthique dans la fonction publique, déjà pour vous entendre sur ces sujets-là, peut-être également pour présenter un petit peu votre direction, les missions qui sont les vôtres et puis la manière dont vous fonctionnez, peut-être les problématiques que vous rencontrez en matière de déontologie et d'éthique, puis au-delà de ces enjeux généraux, il nous a semblé intéressant également d'échanger avec vous sur la question des frais de scolarité des agents de la fonction publique et sur le remboursement de ces frais de scolarité plus précisément. Voilà, ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole. Alors, je sais pas, je pense à Madame la directrice pour une présentation liminaire du temps dont vous aurez besoin. Et puis ensuite, on échangera avec vous, on posera des questions et on essaiera d'avoir un dialogue. Voilà, et puis de creuser certains points. Voilà, ce sera plus vivant et je pense mieux pour tout le monde. Voilà, donc je vous laisse la parole, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc on va faire une présentation liminaire que je vais amorcer. Mes voisins et collègues n'hésiteront pas à la compléter et on laissera bien évidemment tout le temps aux questions. Est-ce que je peux me permettre, moi, une première question pour savoir jusqu'à quelle heure, parce que dans nos agendas, l'horaire de fin de l'audition n'était pas complètement calé, jusqu'à quelle heure on reste ensemble? Minuit, j'ai vu, monsieur le député. Si vous voulez, hein, moi j'ai tout mon temps. Mais... Non, 23 heures, c'est plus raisonnable. D'accord. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... D'accord. Voilà, généralement, les auditions durent 1 heure. D'accord. Voilà. Ok. Bien, merci déjà de nous recevoir et de nous donner la parole sur ces sujets dont on voit bien l'acuité dans l'actualité récente et même un peu moins. Moi, comme la mission est centrée sur la déontologie, j'aime bien revenir toujours aux définitions. Et quand j'ai regardé dans le littré ce qu'on entendait par déontologie, c'est la science des devoirs. Selon le littré, tout un programme. Du coup, pour moi, la problématique de la déontologie, elle se pose aux fonctionnaires et aux agents publics en réalité depuis très longtemps. On peut considérer quelque part que l'élaboration de statuts qui garantissent aux agents publics et aux fonctionnaires notamment des droits et des devoirs, les devoirs vis-à-vis du public, vis-à-vis de l'employeur. C'est une façon, par des textes, de faire respecter des devoirs, donc des règles déontologiques applicables aux fonctionnaires. Et donc, quelque part, ça remonte à 1946, à la jurisprudence, même si on remonte un petit peu plus loin, et puis à la loi du 13 juillet 83. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que au tournant des années 80 et 90, et sans remonter, sans aller trop loin dans l'histoire, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de voir que donc au tournant des années 90, la dimension déontologie des agents publics a pris une nouvelle tournure, notamment avec la loi Sapin 1, quelque part, de juillet 1993, qui a créé la commission de déontologie de la fonction publique, parce que c'est une période où, peut-être, à la fois sous la pression de l'opinion publique et puis la prise de conscience des pouvoirs publics aussi, il y a eu une conscience renforcée
des conflits d'intérêts auxquels les agents publics étaient susceptibles d'être confrontés, notamment avec la sphère économique, parce que c'est une sphère, un moment d'ouverture de l'action publique vers la sphère économique renforcée, et du coup le besoin de créer des mécanismes, et la commission de déontologie de la fonction publique en est un, pour aider les agents publics à prévenir ces conflits d'intérêts. On a eu donc cette première vague, qui était donc une vague un peu moins statutaire, mais qui était déjà sur des outils et sur le souci de faire en sorte que les agents publics eux-mêmes aient conscience du risque de conflit d'intérêts auquel ils pouvaient être soumis, soit dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, soit lorsqu'ils souhaitaient quitter leur fonction publique pour aller travailler dans le privé. Et donc le besoin de faire en sorte que ce sont des agents publics eux-mêmes que doit venir le réflexe déontologique. Et je dirais que la période qu'on vit depuis plusieurs années maintenant, depuis le début des années 2010, avec notamment le rapport Sauvé, qui a défini la notion de conflit d'intérêts, et la sensibilité croissante de l'opinion publique, mais pas seulement, enfin, l'exigence d'exemplarité et d'impartialité de l'action publique qui doit s'imposer aux agents publics, a fait en sorte que on a essayé de créer des dispositifs. Alors certes, on le fait par des textes, on l'a fait par une loi, la loi du 20 avril 2016, et par ses décrets d'application, mais ces dispositifs, leur objectif, c'est vraiment de changer la culture des agents publics, en tout cas d'accompagner ce changement, parce qu'on en parlait justement en attendant l'audition avec Nicolas de Saussure. Ce qui nous frappe les uns et les autres avec une certaine expérience de l'administration maintenant, c'est que concrètement, sans même un certain nombre d'outils juridiques sur lesquels je vais revenir ensuite, un certain nombre d'agents publics qui sont en relation avec la sphère économique, qui pouvaient être exposés à, je sais pas moi, des cadeaux, des invitations à déjeuner, ce genre de choses. Ça se voyait encore il y a 15-20 ans de façon assez courante. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que le réflexe est de dire non. Non, on ne reçoit pas, on n'est pas invité à déjeuner, on n'invite pas à déjeuner. On discute avec les partenaires, certes, on fait des réunions avec eux, mais à la limite, même quand on va au restaurant, chacun pour soi. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Donc ce que je veux dire par là, de façon peut-être un peu maladroite, c'est que je pense que la plupart des agents publics ont vraiment cette conscience de l'exemplarité et de l'impartialité qui doit être la leur, parce qu'ils sont dépositaires de l'intérêt général. Et que quand on est dépositaire de l'intérêt général, on doit être absolument exemplaire et exempt de conflits d'intérêts. Et du coup, l'objectif de la loi du 20 avril 2016, c'était vraiment d'accompagner la mise en place de cette culture déontologique pour chacun des agents publics et pas seulement pour la haute fonction publique. Donc ça a pris en réalité différentes formes, un certain nombre d'obligations pour les agents et un certain nombre d'outils pour les administrations. Alors les obligations renforcées pour les agents, premier élément, les valeurs. Le fait d'inscrire et de consacrer dans l'article 25 du statut général de la loi du 13 juillet 1983 un certain nombre de valeurs, la dignité, l'impartialité, l'intégrité, la neutralité, valeurs au regard desquelles, derrière, et on y reviendra après dans le rôle de la commission de déontologie, dont doivent s'imprégner les agents publics et sur lesquels la commission de déontologie peut examiner la compatibilité entre donc ces valeurs et ces obligations du fonctionnaire avec le départ ensuite du fonctionnaire s'il le souhaite dans le secteur privé. Et donc le fait qu'elle soit dans le statut général fait que désormais la commission de déontologie peut vérifier le départ dans le secteur privé, non seulement au regard de risque de prise illégale d'intérêt pénalement répréhensible, mais aussi au regard des valeurs inscrites dans le statut général.
Deuxième point, des obligations renforcées pour les agents par la loi du 20 avril 2016. La question du cumul d'activités avec le fait que quand un agent public désormais veut cumuler une activité privée avec son emploi public, eh bien, sauf des cas extrêmement ponctuels du type donner une intervention ou un cours ponctuellement dans un établissement d'enseignement, dans ce cas-là, le fonctionnaire, si on est sur une activité privée sur une base régulière, il doit se mettre à temps partiel. Il ne peut pas cumuler un emploi à temps complet. La fonction publique, on se dédie à temps complet à la fonction publique, ou si on cumule, dans ce cas-là, on se met à temps partiel. Troisième point, et c'est vraiment, je pense, l'objet de votre mission d'éclairer davantage le paysage là-dessus, la prévention des conflits d'intérêts. Donc sur ce point, déjà, l'article 25 bis, je crois, du statut général expose la définition de ce qu'est un conflit d'intérêts. Et derrière, juste après, indique quelques modalités selon lesquelles un fonctionnaire peut prévenir ce risque dans un comportement quotidien. Ça peut être le fait de se déporter quand on est dans un jury, ça peut être le fait, quand on a un dossier, quand on est dans une ligne hiérarchique, qu'on est surtout en position peut-être de décider et qu'on a connaissance, qu'on a un intérêt dans le presque personnel dans le dossier qu'on examine, eh bien, on ne signe pas, on ne décide pas, on trouve une autre façon de régler ce dossier. Bref, la loi expose un certain nombre d'ores et déjà d'outils un peu quotidiens pour prévenir ces petits conflits d'intérêts potentiels au quotidien. Une autre façon de prévenir ces conflits d'intérêts, c'est aussi de faire en sorte que les administrations mettent en place un certain nombre d'outils pour accompagner les agents publics qui peuvent se poser des questions, parce qu'il n'est pas toujours aisé de savoir quand et dans quelle mesure on est en situation de conflit d'intérêts. Et donc, si un fonctionnaire se pose la question, il doit avoir la possibilité de trouver une réponse auprès de certaines personnes. C'est le cas, par exemple, des référents déontologues. C'est une des innovations de la loi du 20 avril 2016. Chaque administration, alors administration perçue au sens large, doit mettre en place un référent déontologue. La loi et son décret d'application sur ce point offrent toute souplesse d'organisation pour les administrations sur la mise en place de ces référents déontologues. Et du coup, je laisserai ensuite les collègues exposer un petit peu ce qu'on fait. Le décret est assez récent, hein, il date d'avril 2017, mais comme je vous le disais, il y a les textes, il y a la pratique, et un des devoirs, une des missions de la DGAFP, c'est de s'assurer que les textes sont bien mis en pratique et de mettre en place, là aussi, une communauté des référents déontologues, des réflexes communs, des échanges de bonnes pratiques, et on y reviendra. Autre point sur lesquels la loi du 20 avril 2016 offre une armature, en quelque sorte, aux agents publics, c'est le renforcement des compétences de la commission de déontologie, suivant plusieurs axes. Le premier point, c'est de revenir sur une réforme qui avait été accomplie en 2007. Je vous l'ai dit, la commission de déontologie de la fonction publique a été créée en 1993. Et de 1993 à 2007, la saisine de la commission de déontologie dans le cas où un fonctionnaire, un agent public souhaitait partir dans le secteur privé était obligatoire. En 2007, de 2007 donc à 2016, on est revenu sur ce point en prévoyant une saisine facultative de la commission de déontologie.
s'il y avait un risque déontologique, voilà, sans trop de définition. Le seul cas dans lequel, entre 2007 et 2016, la saisine de la commission de déontologie était obligatoire, c'est lorsqu'il y avait un risque de prise illégale d'intérêt au sens du code pénal. Désormais, en 2016, on est revenu justement pour renforcer quand même le contrôle. On est revenu sur cette réforme de 2016 et on a imposé, en plus ça simplifie les choses pour l'agent public et pour les administrations, on a imposé, la loi a imposé la saisine de la commission de déontologie dès lors qu'un agent public veut partir exercer des fonctions dans le secteur privé, qu'il y ait un soupçon de risque de prise illégale d'intérêt au sens du code pénal, ou qu'il y ait un risque déontologique autre de conflit d'intérêts tel qu'il est défini désormais dans le statut général. Ce qui a des conséquences d'ailleurs, et on le voit déjà, sur le plan de charge de la commission de déontologie, sur les dossiers qui lui sont soumis. On a aussi une meilleure articulation de la commission de déontologie et de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, avec une formalisation dans la loi d'échange d'informations, des informations nécessaires à l'une et à l'autre pour accomplir au mieux leurs missions respectives. Par exemple, vous savez que le champ d'intervention de la haute autorité et de la commission ne sont pas de même nature. Parce que déjà, elles ne concernent pas le même public et par ailleurs, elles ne sont pas de même nature puisque la commission de déontologie n'est pas chargée de vérifier un certain nombre d'obligations déclaratives sur lesquelles je vais venir à présent. Elle est vraiment là pour vérifier la compatibilité d'un cumul d'activités publiques et privées s'il y a cumul d'activités et elle est là pour aussi vérifier les conditions de compatibilité en cas de départ dans le secteur privé d'un fonctionnaire, entre les fonctions que ce fonctionnaire va exercer dans le privé et celles qu'il a exercées dans les 3 années précédant son départ dans le secteur privé. La HATVP, elle est là pour vérifier un certain nombre d'obligations déclaratives alors concernant les membres du gouvernement, les membres de cabinet, les membres d'exécutifs locaux, les fonctionnaires nommés sur des... Enfin, pas les fonctionnaires, pardon, les personnes nommées sur emploi à la décision du gouvernement, puisqu'il n'y a pas que des fonctionnaires. Et donc est chargé de vérifier que ces personnes occupant ces emplois ont bien rempli leurs obligations déclaratives, déclaration d'intérêt, déclaration de situation patrimoniale et mandat de gestion. Ce qui me donne une transition assez bonne avec une des autres avancées de la loi du 20 avril 2016, qui est justement d'étendre au-delà du périmètre fixé par la loi transparence de la vie publique de 2013, d'étendre donc à des fonctionnaires, à des agents publics occupant certains emplois, ces obligations déclaratives de déclaration d'intérêt, déclaration de situation patrimoniale et mandat de gestion. Il y a 2 critères posés par la loi, la nature le niveau hiérarchique et la nature des fonctions. Et donc, le législateur a estimé que lorsque le niveau hiérarchique et la nature des fonctions étaient susceptibles d'exposer un agent public occupant ces emplois à un risque de conflit d'intérêts, eh bien, il fallait que les agents occupant ces emplois remplissent une déclaration d'intérêt avant leur nomination. Si les titulaires de ces emplois étaient exposés à un risque potentiel de corruption dans le cadre de l'exercice de leurs emplois, alors le législateur a décidé de leur imposer de remplir une déclaration de situation patrimoniale en plus, 2 mois, dans un maximum de 2 mois après leur prise de fonction, et ensuite en quittant leur fonction de façon à bien vérifier qu'il n'y ait pas eu d'enrichissement indu du fait de l'exercice des fonctions. Et troisième et dernière obligation déclarative, oui, je vous en prie, monsieur le député. Dans ce cas-là, elle est remise à la commission de déontologie, pas à la HATVP. Alors, elle n'est pas remise à la commission de déontologie, elle est remise en réalité à l'autorité de nomination.
Parce que la déclaration d'intérêt, elle a un double objectif préventif. Elle a un objectif préventif pour l'agent qui postule à un emploi, si l'emploi en question est soumis à obligation de déclaration d'intérêt. Et ces emplois-là, soit ils sont cités dans le décret d'application, soit ils font l'objet d'arrêtés ministériels, parce que parfois la maille est un petit peu plus fine et ces arrêtés ministériels sont en train d'être pris. Donc, double objectif préventif. L'agent qui postule à un de ces emplois, c'est de son intérêt de voir si, sur les 5 ans écoulés, il n'a pas d'intérêt dans les activités qu'il a eues professionnelles, personnelles, engagement associatif, que sais-je, qui viendrait perturber l'exercice quotidien de ses missions. J'insiste sur ce point. La logique de la déclaration d'intérêt, c'est de prévenir un conflit d'intérêts permanent qui empêcherait l'exercice régulier des fonctions. Si en revanche, il y a un risque de conflit d'intérêts, mais qui ne se manifestera dans l'exercice des fonctions que très ponctuellement, alors là, normalement, la déclaration d'intérêt ne doit pas, premièrement, empêcher le fonctionnaire de postuler son emploi en question, et deuxièmement, l'autorité de nomination, qui est donc le destinataire de cette déclaration d'intérêt, de nommer l'agent en question. Le double objectif préventif, c'est de dire le fonctionnaire est conscient des intérêts qu'il a eus dans les 5 dernières années et de est-ce qu'il peut ou pas exercer les fonctions auxquelles il prétend. Et deuxièmement, est-ce que l'autorité de nomination a pleine connaissance de ses intérêts et du coup est prête à prendre, s'il y a, comme je le dis, ponctuellement un risque de conflit d'intérêts, eh bien l'autorité de nomination, elle se dit, ça ne va pas empêcher l'exercice quotidien des fonctions par le fonctionnaire, donc je le nomme. Et le cas échéant, s'il doit être membre de jury, je prends mon exemple, moi je suis membre de jury de temps en temps, je rencontre dans les jurys des personnes que j'ai côtoyées dans ma vie professionnelle, je me déporte. Voilà, mais ça ne m'empêche pas d'exercer mes fonctions à la DGFP. En revanche, je ne sais pas si, dans un autre cas de figure, j'avais un risque de conflit d'intérêts permanent parce que, je ne sais pas, j'avais des actions dans une boîte de consulting RH. Là, ça pose davantage de difficultés pour l'exercice quotidien des fonctions. Donc, voilà la logique de la déclaration d'intérêt. Déclaration de situation patrimoniale. Et donc, dernier point, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les mandats de gestion. Pour un nombre extrêmement limité d'emplois, je ne sais pas, peut-être une centaine d'emplois, énumérés en annexe à un décret, eh bien, les titulaires de ces emplois doivent faire, qui sont exposés, on va dire, au secteur économique et financier, ces emplois doivent faire la preuve à la HATVP qu'ils ont délégué leurs instruments financiers s'ils en détiennent. Ils ont délégué la gestion de ces instruments financiers pour être sûrs qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt, de délit d'initié en quelque sorte. Voilà. Je m'arrête là peut-être, j'ai trop parlé. Au moins sur... ça, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'a mis en place la loi du 20 avril 2016 et ses décrets d'application. Je laisse la parole à mes collègues. Peut-être juste pour insister sur le fait que Karine, en fait, on est en ce moment en train de passer d'une période d'un an et demi de production réglementaire d'un certain nombre de textes d'application de la loi déontologie qui ont extrêmement mobilisé les équipes, à une phase qui est peut-être encore plus intéressante et qui s'ouvre maintenant, qui est la phase d'animation RH et d'accompagnement des administrations sur des questions de changement de posture. Il y a pas mal de sujets sur lesquels on travaille sur les changements de posture. Par exemple, la commande présidentielle sur le droit à l'erreur, ce sont des choses qui nous interpellent au quotidien sur comment on change la culture du discernement administratif au quotidien, donc on y travaille. Sur la déontologie, on a mis en place les référents déontologues qui sont en train de se structurer dans les ministères avec 2 modèles. Des modèles un peu comme aux affaires sociales, où en gros il y a une sorte d'organisme collégial qui va traiter et discuter de toutes ces questions sur des spécificités métiers concernant les personnels des affaires sociales et de la santé. Dans d'autres ministères, c'est une personne qui est tête de pont dessus. Et je voulais juste souligner un exercice auquel on va se livrer très prochainement, qui va être très intéressant. C'est qu'on va essayer de réunir toutes les têtes de pont ministérielles
tous les référents déontologues, dans un espèce de club informel. On a proposé au président de la commission de déontologie de la fonction publique d'y participer parce qu'il a un regard extrêmement riche et intéressant sur ces sujets. Nous, le rôle de la DGFP, ce sera absolument pas de prendre des positions morales ou déontologiques, on n'a pas l'expertise pour ça, mais en revanche, d'écouter tout ce qui remonte du terrain dans chacun des ministères sur les sujets disciplinaires sont ceux-ci, les sujets sur lesquels on a besoin de calage pour être sûr qu'en matière de prévention des conflits d'intérêts, on trouve le bon équilibre. On va avoir une question d'animation de tous ces sujets et également à faire le tri entre ce qui est sans doute le tronc commun des questions de déontologie, par exemple se faire offrir une caisse de champagne par quelqu'un qu'on contrôle ou avec lequel on n'est pas en partenariat sur l'exercice de prérogatives de puissance publique, c'est une question finalement qui est assez transversale, qu'on soit sur des métiers de la CCRF, de l'inspection du travail, du contrôle fiscal, etc. Et en revanche, il y a d'autres sujets qui sont plus spécifiques au cas rencontré. Donc simplement, voilà, c'est un énorme travail d'arriver à mettre en œuvre les textes. Et maintenant, je pense que le plus important, ça va être de travailler sur la formation, la sensibilisation, le changement de posture, avec bien évidemment le fait de trouver le bon équilibre. Voilà, l'idée n'est pas non plus que les postures déontologiques brident toute la créativité administrative dans tous les secteurs. On a besoin de trouver le bon réglage. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui souhaitaient compléter. Michael, vas-y. Oui, juste un mot pour insister sur le fait que ces mécanismes ont pour objet aussi de protéger les agents. C'est-à-dire que ce soit la déclaration d'intérêt, la déclaration de situation patrimoniale, les mandats de gestion qui permettent de s'assurer que les biens financiers détenus par les agents sont gérés sans qu'ils aient un droit de regard pendant toute la durée de la période où ils sont sur des postes économiquement sensibles. Donc tous ces instruments-là sont faits pour les protéger et aussi mettre en responsabilité les chefs de service dans les administrations, c'est-à-dire leurs employeurs, afin qu'il y ait véritablement une transparence. Ce ne sont pas des mécanismes qui ont pour but d'empêcher à ce que certains agents puissent accéder à des postes de responsabilité. Car si le risque est ponctuel, il appartient au recruteur, à l'employeur, de mettre en place les mécanismes qui permettent de s'assurer que sur des questions très précises, l'agent finalement sera supervisé par un supérieur hiérarchique et que donc il ne sera pas en position décisionnaire finale. Peut-être un point assez bref pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas sur le rôle de la DGFP tel qu'on se l'est donné nous-mêmes et qu'on l'a formalisé dans le décret du 22 décembre 2016 sur les missions de la DGFP. Dans ce décret, et évidemment on vous indiquera tout ça par écrit, est expressément cité le sujet déontologie. Donc la DGFP, au titre de l'ensemble de la fonction publique, puisque donc la DGFP elle a un rôle pour ce qu'on appelle nous les 3 versants de la fonction publique, État, collectivité territoriale et hospitalière, et un rôle un peu renforcé sur la fonction publique de l'État. Mais sur son rôle 3 versants, la DGFP coordonne les actions en matière de respect de la déontologie et de prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique. C'est dans le décret. Et ça correspond tout à fait à ce que disait Nicolas en termes d'animation RH. Et on peut trouver alors au-delà de ce rôle de coordination des actions en matière de respect de la déontologie, etc., il y a des rôles dans d'autres domaines, et Nicolas parlait du domaine de la formation, où là, on a aussi un rôle d'impulsion et de pilotage, à la fois parce que nous sommes tutelle de certains opérateurs de formation de services publics, l'ENA et les instituts régionaux d'administration, et que dans les cursus de ces opérateurs de formation, nous intégrons des modules relatifs à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts, mais aussi par d'autres instruments, dont Nicolas parlerait beaucoup mieux que moi, qu'on est en train de construire, de façon à comment dire, animer et définir pour l'ensemble des ministères des sujets d'intérêt commun de formation et évidemment les aspects déontologie et prévention des conflits d'intérêts en est un absolument majeur.
Deuxième point, avant de vous laisser la parole, peut-être parce que je ne vais pas reprendre question par question, je vais plutôt vous laisser nous demander ce qui est vraiment d'intérêt pour vous sur cette audition. Et puis on se tient évidemment à votre disposition à la fois par écrit et ensuite pour toute question. Le deuxième sujet d'intérêt de votre mission d'information, qui est ce qu'on appelle communément la pantoufle, et donc qui correspond à l'indemnité que doit un fonctionnaire qui, quelque part, a été formé pour devenir fonctionnaire, qui a souscrit au moment de son entrée en fonction un engagement à servir pour une certaine durée et qui démissionne de la fonction publique avant l'accomplissement de la durée de cet engagement à servir. Donc ce qu'on appelle communément la pantoufle. On a deux types de pantoufles en réalité. On a une pantoufle qui repose, une première pantoufle en quelque sorte, qui repose sur l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, qui est le fonctionnaire bénéficiant d'une formation préalable à sa titularisation dans la fonction publique et qui, à l'issue de cette formation et au moment de cette titularisation, va signer un engagement à servir pendant une certaine durée. Du coup, voilà, ça c'est une première pantoufle. Ça concerne plutôt ce qu'on appelle les écoles d'application de la fonction publique, et la plus connue d'entre elles, c'est l'ENA, avec une durée de service public obligatoire à compter de la date de titularisation égale à 10 ans. Il y a une seconde catégorie de pantoufles qui est le fait que certains élèves d'établissements d'enseignement supérieur ont bénéficié d'une scolarité gratuite, rémunérée. C'est le cas des écoles normales supérieures, c'est le cas de l'école polytechnique. Mais par exemple, dans le cas de l'école polytechnique, quand les élèves qui sortent de Polytechnique, derrière, ils doivent accomplir une école d'application, l'école des mines, l'école des ponts. Et donc, quelque part, ces élèves-là, ils ont une double pantoufle. Ils ont une pantoufle qu'ils doivent au titre de la scolarité qu'ils ont suivie à Polytechnique. Et puis, ils ont ensuite une pantoufle qu'ils doivent au titre de leur engagement à servir l'État en tant qu'ingénieur des mines. Voilà. Issus donc de l'école des mines. Alors, sur ce plan-là, donc on a différents corps, on a beaucoup de corps, et pas seulement des corps d'encadrement supérieur qui sont soumis à cet engagement de servir, et donc à cette obligation d'indemniser l'État qui aura investi sur eux dans le cas où ils rompent cet engagement avant la durée due. On pourra vous en faire, on a mené un travail assez substantiel de recensement, alors on n'est pas sûr d'avoir tout recensé, mais quand même. Xavier, je ne sais pas si tu voudras compléter. On a renforcé, je dirais, un petit peu la maille sur cette rupture de l'engagement à servir assez récemment, par un décret du 9 mai 2017. Donc, vous voyez qu'il est assez récent, le décret 2017-929. L'objectif, c'était justement de mieux encadrer le départ vers le secteur privé concurrentiel de fonctionnaires soumis à engagement à servir. Voilà, de façon à s'assurer que, quelque part, la collectivité publique ait suffisamment de retour sur investissement, au-delà du retour sonnant et trébuchant en cas de paiement de la pantoufle, mais ait suffisamment de retour sur investissement l'investissement donc consenti sur ces fonctionnaires.
Ce décret s'applique à compter du 1er janvier 2018. Il n'est pas encore applicable, mais du coup, il s'applique aux fonctionnaires soumis à engagement de servir et qui seront titularisés à compter du 1er janvier 2018. Et donc, le système mis en place par ce décret est le suivant. Donc, ces fonctionnaires, ils doivent rester au sein d'une administration, quelle qu'elle soit, pas seulement dans leur corps d'origine, mais d'une administration publique, pendant 4 ans, au moins. Ensuite, à l'issue de ces 4 ans, les fonctionnaires en question peuvent partir dans le secteur privé concurrentiel en disponibilité pour une durée de 2 ou 3 ans, maximum 3 ans. Et à l'issue de cette période, le choix se pose pour eux, soit de revenir dans l'administration, poursuivre leur service dans l'administration et donc continuer à remplir leur engagement à servir. Et donc, voilà, le remplir. Et à partir du moment où la durée de l'engagement de servir est remplie, eh bien, ils ne sont plus redevables de la pantoufle. Soit, s'ils ne souhaitent pas revenir dans l'administration, à ce moment-là, ils démissionnent. C'est le système. Hein. Parfois, je me dis... et sachant que pendant la durée où ces fonctionnaires sont dans le secteur privé concurrentiel, donc à l'issue des 4 ans, pendant les 2 ou 3 ans où ils sont dans le secteur privé concurrentiel, ils sont en disponibilité pour convenance personnelle. Voilà, donc le mécanisme, il est un petit peu radical. C'est-à-dire, soit vous revenez, donc c'est une incitation en réalité assez forte à revenir, accomplir dans l'administration sa durée d'engagement à servir et donc à avoir pleinement le retour sur investissement. Après... Je vous attends, je suis sûr de bien comprendre. S'applique notamment aux élèves, enfin aux futurs sorties des élèves d'application. Non, c'est auquel, au premier cas ou au deuxième cas? Oui, le décret de 2017 s'applique en fait à l'ensemble des fonctionnaires. Voilà, parce qu'en fait, voilà, les 2 grandes typologies en fait, et qui expliquent aussi la gestion et le suivi des départs définitifs vers le secteur privé, c'est dans le cas des écoles. Donc typiquement, les écoles normales supérieures ou l'école polytechnique, on a en fait une majorité des gens qui suivent la scolarité qui aujourd'hui ne deviennent jamais fonctionnaires. Par exemple, pour l'école polytechnique, aujourd'hui, grosso modo, une promotion pour les élèves français, c'est environ 400 personnes, et ne choisissent un corps civil ou militaire qu'une soixantaine, environ 65 polytechniciens par an. Donc la majorité d'une promotion qui en fait ne rejoint jamais le service public et qui doit donc rembourser sa scolarité initiale à l'école. Donc là, ce sont... Alors là, on a suivant les écoles, ça varie. Pour l'école polytechnique, par exemple, donc ça a été précisé par un décret où on a une partie du coût du trousseau et également une partie la solde militaire perçue par les élèves pendant la scolarité. Parce qu'on a aussi, après toute la question sur ces histoires de pantoufles, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans l'assiette et notamment comment on évalue le coût de la scolarité d'un élève, sachant que toutes les écoles, suivant les différentes formations et prestations qu'elles offrent, n'ont pas forcément chiffré de manière très exacte le coût élève. Non, alors pour l'ENA, là... Alors pour l'ENA, donc la durée d'engagement à servir pour l'ENA, c'est 10 ans à compter de la date de titularisation. Donc juste après la sortie de l'ENA, date de titularisation, 10 ans d'engagement à servir. Et le calcul de la pantoufle pour l'ENA, il a changé en 2014 par un décret de novembre 2014. Et en réalité, alors c'est les traitements, le double des traitements perçus sur les 12 derniers mois de service
Et il y a une dégressivité à partir de... Donc ça, c'est vrai dans les 5 premières années. Alors non, la première année, c'est un peu plus, je crois, non? Si la rupture... Voilà. Si la rupture... Alors, on va faire comme ça. On va dire, l'élève de l'ENA sort de l'ENA, il est titularisé, il a 10 ans à faire. S'il démissionne dans la première année de titularisation, il doit... le traitement perçu en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'élève pendant les 12 mois qui ont précédé, et il doit en plus les coûts de scolarité. C'est dans ce cas-là seulement où il doit les indemnités de formation qu'il a perçues lorsqu'il était élève. On passe, donc il a 1 an, l'élève de l'ENA est titularisé depuis 1 an. Entre... on va dire sa 2e année de service et jusqu'à sa 5e année de service, c'est 2 fois les traitements perçus sur les 12 derniers mois de service. Donc, par exemple, si l'énarque démissionne dans sa 5e année de service, bah, il va payer plus que s'il démissionne dans sa 2e année, c'est normal, il aura grimpé en indice, etc. En revanche, il y a plus, sauf erreur de ma part, il n'y a plus les frais de scolarité. Et à partir de la 6e année, mais ça, on vous indiquera ces précisions, évidemment, à partir de la 6e année jusqu'à l'expiration du délai de 10 ans, il y a un système de dégressivité. C'est-à-dire qu'à cette base, cette assiette de calcul qui est le double du traitement perçu sur les 12 derniers mois, on applique un coefficient de, je ne sais plus, c'est 20% par an, c'est ça? Voilà, donc c'est 80, 60, 40, 80%, 60%, 40%. Voilà, parce qu'on considère que quelque part, plus l'énarque est resté au service, eh bien, moins sa pantoufle est importante. Voilà le système dans le cas de l'ENA. Mais ce que disait très justement Xavier, c'est que les systèmes de pantoufles, alors on essaie de les harmoniser, on a mené un travail avec l'INSEE, les administrateurs INSEE, les IPEF et le corps des mines pour harmoniser un petit peu et l'assiette et la durée de service effectif, etc., pour qu'on s'y retrouve. Alors, sans prendre le risque de rentrer en conflit d'intérêts ou de profiter de votre travail, mais si vous avez fait un listing de l'ensemble des écoles qui sont concernées, est-ce que vous voudriez bien nous le faire parvenir pour qu'on puisse en prendre connaissance? Ouais. Merci. Moi, j'aurais une question pour lancer un petit peu la discussion, même si elle est déjà lancée. Est-ce que vous pensez que dans la formation aujourd'hui des fonctionnaires et dans l'ensemble de ces écoles, ou même dans la formation des fonctionnaires qui ne sont pas forcément des hauts fonctionnaires de la fonction publique d'État, on parle suffisamment aujourd'hui de déontologie, d'éthique et de lutte contre les conflits d'intérêts dans cette formation initiale? Même question pour la formation continue des agents au sein de la fonction publique. Et ça entraîne un petit peu une deuxième question, c'est compte tenu de la structuration aujourd'hui des fonctions publiques, est-ce qu'on doit traiter de la même manière l'ensemble des 3 fonctions publiques, l'ensemble des agents, quelle que soit leur catégorie, ou est-ce que vous pensez qu'il faut arriver quand même à faire un traitement différent pour un agent de catégorie B de la fonction publique territoriale par rapport à un agent de direction de l'administration centrale? Donc, par rapport à vos questions, le fait d'avoir intégré des modules sur les questions déontologiques et même au sens large aussi sur d'autres questions un peu proches, comme par exemple la laïcité, la neutralité, mais sur toutes ces questions est assez récente. En fait, les modules de sensibilisation, par exemple dans les écoles des IRA, ont été largement améliorés en qualité et diffusés dans la plupart des écoles à partir de 2013, 2014 et par la suite. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Ça occupe de plus en plus de place. On pourrait toujours insister davantage. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est sur la maquette de formation, notamment sur des écoles généralistes, ENA, INET, IRA, alors avec des niveaux un petit peu différents, mais il faut qu'on apprenne à la fois toutes les postures attendues de l'administration, les postures managériales, les postures de dialogue social. Enfin, il y a une foultitude de choses dans les savoir-être, dans les savoir-faire, notamment pour transformer l'État, qui sont intéressantes. Donc, du coup, on essaye d'accorder la juste place aux questions déontologiques. On peut toujours faire un peu plus, mais parmi le fait que, voilà, qu'on a pas mal de prismes derrière.
Votre deuxième question sur est-ce qu'il faudrait différencier soit par versant de la fonction publique, soit par niveau. Alors, disons que nous, dans notre posture à la fois de DRH État et de coordinateur de la politique RH dans les 3 versants avec la DGCL et la DGOS, comme disait Karine, elle consiste à dire que nous, notre demande minimale, c'est qu'il y ait une formation minimale et un module de sensibilisation à toutes ces questions dans toutes les formations dans les écoles de service public. On travaille avec le réseau des écoles de service public sur ce point et il n'y a pas lieu de différencier à cet égard les versants. Ensuite, le fait est que au regard des métiers qui vont être exercés et des niveaux de responsabilité qui permettent par exemple d'être décisionnel sur un marché public à conclure, sur quelque chose de concret qui est l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui peut nuire à une entreprise. Il faut qu'il y ait un regard fin et au niveau des métiers. Par exemple, c'est évident que directeur d'hôpital, où on peut se retrouver à diriger toutes les commandes en termes de commandes publiques d'un hôpital, il faut qu'il y ait une formation adaptée à cette spécificité métier. C'est pour ça que par rapport à votre question sur la fonction publique territoriale, il y a, à mon avis, génériquement, il y a le même besoin de s'en préoccuper. Ensuite, sur le niveau de responsabilité, il faut regarder concrètement si le catégorie B dans la collectivité territoriale, compte tenu du niveau de délégation qui lui a été donné, peut être un acteur décisionnel soit sur une procédure qui peut nuire à un tiers, soit sur une procédure de type commande publique. Et ça, du coup, il y a adapté, à mon avis, dans les différentes formations au regard d'une spécification métier. Donc, il faut, pour se résumer, qu'il y en ait partout, parce que c'est un besoin transverse, mais qu'on puisse en faire plus ou adapter quand il y a des spécificités qui correspondent au métier et au niveau de fonction. Si je peux compléter la question, alors là on n'est plus tout à fait sur le registre de la formation, mais un point que je n'ai pas cité au sujet de la loi du 20 avril 2016 sur le cadre général de prévention des conflits d'intérêts. Ce que dit aussi la loi du 20 avril 2016 en définissant la notion de conflit d'intérêts, c'est que c'est le chef de service, au sens jurisprudence Jamard, si on veut. Donc, ce n'est pas le chef de service avec la nomination chef de service, mais le responsable du service qui est le premier garant de la déontologie dans son service. Et donc, quelque part, alors là, on n'est plus complètement sur le registre de la formation, mais quand même, comme l'idée, c'est l'appropriation, comme le disait très justement Nicolas, de chaque agent public au regard des missions qui sont les siennes. Il y a un travail extrêmement important, et Nicolas le citait en termes de management, de positionnement managérial. Il y a un travail extrêmement important de la part des chefs de service. Premièrement, de eux-mêmes. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de formation d'encadrement supérieur. Ce n'est pas du tout une visée élitiste de notre part, mais que dans la mesure où ce sont les chefs de service qui sont les premiers responsables et garants de la déontologie dans leur service, il faut qu'eux soient particulièrement bien formés dans le cadre de la formation initiale, dans le cadre de la formation continue. Il faut que nous, on leur fournisse éventuellement ces petits éléments de formation. On a un petit module qu'on a créé au moment de la loi, un petit module avec un petit personnage qui s'appelle Déonto sur le portail de la fonction publique, avec un nombre de visites qui a été très fort au début parce qu'on le mettait en page de garde du portail, un petit peu moindre maintenant, mais quand même. Voilà, c'est une possibilité parmi d'autres, mais je pense que pour, quel que soit le versant, quel que soit le niveau hiérarchique, il y a un rôle du chef de service à avoir pour sensibiliser ses agents en termes de déontologie, et que ce rôle, la sensibilisation, elle passe aussi pour certains corps spécifiques ou certaines activités spécifiques par l'existence de chartes de déontologie. C'est le cas il y a un code de déontologie des infirmiers qui a fait l'objet d'un décret à la fin de l'année dernière. Il y a un code de déontologie de l'inspection du travail qui est très récent, sur lequel on a travaillé aussi avec la Direction générale du travail. Il y a de façon un petit peu plus ancienne pour les corps en tenue des codes de déontologie pour la gendarmerie et la police nationale. Et donc ces codes de déontologie, ils sont présentés, exposés dans le cadre des écoles de service public, qu'il s'agisse de catégorie A, de catégorie B. Donc là aussi, ça participe de cette diffusion de la culture déontologique et du questionnement individuel du fonctionnaire sur ses obligations à ce titre.
Un complément sur un dernier point de votre question sur l'articulation formation continue, formation initiale dans ce domaine. C'est vrai, Xavier me soufflait, il a parfaitement raison. C'est vrai qu'il y a un angle mort qui est quand même les personnels, notamment de catégorie B et de catégorie C dans la fonction publique territoriale, qui sont sur un modèle d'affectation directe sans formation initiale ou avec des formations de très courte durée, qui ne peuvent pas être suffisamment concentrés sur ce sujet. Donc je pense qu'il pourrait y avoir pour la DGCL, avec le CNFPT, un vrai questionnement sur le renforcement de la formation continue dans ces domaines, parce que c'est pas par la formation initiale dans le modèle actuel qu'on peut traiter toutes ces questions. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait pas avoir, plutôt que toutes les chartes qu'on évoque là, de déontologie, et peut-être un code unique à l'ensemble des agents des fonctions publiques qui fixe les grands principes de déontologie à respecter dans toutes les fonctions publiques de pays? Je sais pas, c'est une... Oui, bah, on peut répondre à plusieurs voies. En réalité, voilà, de notre point de vue, le code de déontologie suprême, c'est la loi du 13 juillet 83, c'est le statut général et c'est ce qu'on a voulu faire. C'était une des ambitions d'ailleurs originaires de la loi du 20 avril 2016, quand elle a été proposée dès 2013, dans la foulée du rapport Sauvé, des réflexions sur la transparence de la vie publique, c'était justement d'actualiser les droits et obligations des fonctionnaires dans le volet obligations des fonctionnaires pour introduire dans le statut général, qui est notre charte commune, cette notion de conflit d'intérêts, la prévention des conflits d'intérêts et quelques outils très pratiques. Après, comme je l'indiquais à l'instant, je pense que ce statut général donne par définition un cadre général et que derrière, il appartient à des professions soumises à des sujétions particulières, à peut-être des tentations particulières, de cadrer ces tentations par des codes de déontologie qui font l'objet de textes juridiques. C'est pas juste des simples chartes, hein, ça fait l'objet de décrets, donc assez avec force juridique contraignante. Je pense que cet emboîtement justement entre le statut général et les codes de déontologie ponctuels, ça permet d'avoir une déontologie la plus adaptée possible à l'exercice des missions qui prend en compte les réalités métiers. Voilà. Au terme du décret là, du 22 décembre 2016, donc effectivement, la Direction générale de l'administration a cette compétence de coordination, hein, je reprends l'expression, avant que vous la connaissiez par cœur, elle coordonne les actions en matière de respect de la déontologie et de prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique. Donc il va y avoir une mission large, directe. Bon. Alors la loi, bon, je sais bien qu'il y a le statut général de la fonction publique, mais la loi n'est pas extrêmement bavarde. La loi a su être beaucoup plus bavarde à l'initiative du gouvernement, s'agissant par exemple des lobbyistes, où là on a dit très, très précisément ce qu'ils avaient le droit de faire, pas faire, etc. Moi je fais partie de ceux qui à l'époque considéraient que dans la loi Sapin 2, on aurait pu renvoyer tout ça à un décret plutôt que de l'inscrire dans la loi. Donc là pour l'instant il y a des choses très vagues dans la loi, enfin, c'est sommaire, des principes, c'est bien déjà parce que c'est nouveau quand même ces principes sur la définition du conflit d'intérêts. Et après il y aura éventuellement d'autres codes déontologiques, d'autres chartes que ceux qui existent aujourd'hui, dans rares exceptions, police ou gendarmerie. Très concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Est-ce que par exemple vous avez établi ce que la loi par exemple demande aux entreprises de faire, une cartographie du risque aujourd'hui dans les différents services de l'État? Ça, c'est quelque chose qui nous intéresserait directement au titre de notre mission, parce que Madame la directrice, alors vous évoquiez avec beaucoup de justesse le problème de la porosité avec la sphère privée, la sphère économique privée, qui est celle où le risque se concentre. Bon. Est-ce que donc ça vous a amené à faire une cartographie du risque? Est-ce qu'aujourd'hui vous pilotez je sais pas, des rencontres régulières, des référents déontologie? Est-ce qu'il y en a dans tous les ministères? Enfin, voilà, très, très concrètement, quoi. Donc, sous la réserve que je vous disais tout à l'heure, qui est que pendant un an, on a dû faire un travail de maïeutique pour produire du décret en Conseil d'État et mettre en place le cadre réglementaire, plusieurs choses.
Sur la cartographie des risques, en fait, la mise en œuvre des obligations de déclaration d'intérêt et de déclaration de situation patrimoniale vont produire dans les prochaines semaines en fait une cartographie des risques assez précise, parce que les décrets vont énoncer, enfin qui énoncent les critères qui font que des personnels sont soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale parce que par exemple ils peuvent être amenés à signer des marchés publics, donc ce type de critères objectifs. D'autre part, pour la déclaration d'intérêt, des critères sur est-ce qu'on est capable de prendre une décision administrative qui va nuire à une entreprise, qui permet de faire une entreprise, etc. Bref, toutes les fonctions régaliennes qui peuvent entraîner un soupçon de risque de conflit d'intérêt. Tous les ministères vont dans les prochaines semaines, on les a quasiment tous, publier leur arrêté qui vont recenser tous les postes qui correspondent à ces critères légaux et décrétaux, de sorte que vous aurez un screening de l'ensemble des personnes qui, au regard des critères DI ou DSP, sont couverts. Ce sont les ministères, puis vous verrez que bien évidemment sur des questions de marché public, certains ministères sont plus concernés que d'autres, mais vous verrez l'approche globale. Ouais, mandat de gestion, effectivement, c'est aussi une troisième cartographie. Sur la question des référents déontologues, donc on a réuni en fait depuis l'été à plusieurs reprises tous les ministères. Alors, Effectivement, l'articulation entre le travail de la DGFP et le travail des ministères, nous, on a créé le cadre général. On l'a créé évidemment avec un tour de table de l'ensemble des ministères, la DGCL et la DGOS pour les versants territoriaux et hospitaliers, et le tour de table des organisations syndicales, comme on le fait sur tous les textes concernant les trois versants de la fonction publique. Les ministères, c'est eux qui sont le mieux à même de faire ce rôle de cartographie dans le respect des critères légaux et de décrets. Et donc, un des critères, c'est le niveau hiérarchique. Et donc, notamment, c'est la capacité à prendre la décision, en fait. Parce que on s'est interrogé au moment de la conception même du décret, de l'écriture du décret, de ce que signifiait ce critère du niveau hiérarchique et du niveau auquel il fallait faire descendre la maille. Et on a répondu en partie à la question dans le décret et on a en partie renvoyé aux arrêtés en ayant le souci que cette obligation ait une portée réelle. Et donc on s'est dit, quelque part, pour que ça ait une portée réelle, il faut que ce soit l'agent qui soit véritablement en capacité de décider. Pourquoi aussi ? Parce que comme les déclarations d'intérêt doivent remonter à l'autorité de nomination, et ensuite elles sont stockées dans le dossier de l'agent, si on fait descendre la barre trop bas sur l'exigence de conflit d'intérêt, tout le monde va être concerné, enfin tout le monde, en tout cas beaucoup de monde. Et là, je ne sais plus, on est déjà sur quoi plusieurs milliers de personnes, bon poids, enfin presque 10 000, je crois, personnes concernées par l'obligation de déclaration d'intérêt. Je ne sais plus si on était sur les trois versants pour l'État, je ne me souviens plus. Je sais plus exactement. On vous refera le détail. Et quelque part, c'est un peu trop de déclaration d'intérêt, tue la déclaration d'intérêt. Donc c'est vrai qu'il y a un bon équilibre à trouver entre la personne qui est réellement en capacité d'influer sur le texte et la personne qui décide au final. Mais nous, on s'est dit, le rédacteur qui rédige le projet de décret, il peut être soumis à des intérêts, mais au fond, c'est quand même pas lui qui décide. C'est pas lui qui a la décision. Effectivement, la critérisation va plus sur la capacité d'une personne, d'un acteur administratif, d'un agent, à prendre une décision concrète qui va impacter directement une entreprise, etc. On n'a pas intégré le fait de savoir si tel agent à la direction de la législation fiscale pourrait orienter plutôt la taxation sur la taxation de tel élément
etc., sur un sujet collectif et réglementaire, d'autant qu'il y a le mécanisme d'arbitrage politique qui vient au-dessus et que toute production réglementaire passe par une validation politique de ce qui est fait. En revanche, ce qui est vraiment visé, c'est tous les cas où une décision administrative prise dans un bureau, phénomène bureaucratique, pourrait conduire à nuire à un tiers et où il y aurait un risque de collusion en dehors des circuits politiques. Un petit sujet, quand même. On ne sait pas qu'il n'y a que le ministre qui est concerné. Il y a quand même les gens qui sont dans la délégation de signature, au moins, quoi. Donc, en général, on descend jusqu'au niveau chef de bureau, quand même. Il y a souvent une délégation de signature jusqu'à un niveau chef de bureau dans un ministère. Ça dépend des ministères et ça dépend de... Non, est-ce que vous avez en tête un cas particulier sur la production réglementaire? Si on prend Direction générale du travail, Direction de la sécurité sociale... C'est un très grand débat ici de savoir... je fais partie de ceux qui considéraient que le débat était d'ailleurs un peu factice, c'est-à-dire qu'on en demandait énormément, voire trop, aux pauvres types qui avaient le malheur d'être déclarés comme lobbyistes. Dès lors qu'il entre en contact avec un pauvre malheureux député de base, et qu'en réalité la capacité du pauvre lobbyiste à influer sur la production normative, elle était, via le député de base, elle était très faiblarde, alors qu'en revanche le pouvoir réglementaire dans le décret d'application pouvait être infiniment plus important, et que là on était sur un champ qui malheureusement sur lequel la loi était assez discrète. Enfin, directement, elle n'est pas rentrée dans le détail. Autant pour le secteur privé, pour les autres, on a créé des obligations très précises. Autant, dès lors qu'il s'agissait de l'État lui-même, on était plus silencieux. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment de savoir où vous avez mis le curseur concrètement, pas dans tous les ministères. Mais... concrètement, le critère de la production réglementaire, comme je vous l'ai dit, sur des sujets... prendre des décrets, donc sur des sujets collectifs, par exemple à la Direction générale du travail sur le code du travail, à la Direction de la sécurité sociale sur les normes de sécurité sociale, ou à la Direction de la législation fiscale sur les normes fiscales. Je pense que c'est les 3 directions, peut-être avec nous également sur la fonction publique, qui sont les plus bavardes juridiquement. Le phénomène des DI-DSP va couvrir toute une partie de l'encadrement supérieur qui sont à la validation de tous ces textes, qui passent le filtre de la production juridique plus la validation politique après. Ensuite, on n'est pas descendu sur ce sujet au niveau chef de bureau, parce qu'en revanche, ce qui nous importe, c'est qu'au niveau chef de bureau, on descende toutes les fois qu'un chef de bureau est en capacité de prendre une décision concrète et individuelle qui impacte directement. Mais en tout cas, on a dans la chaîne hiérarchique toute une partie de l'encadrement de ces directions qui sont soumis à déclaration d'intérêt. Enfin, chef de service est soumis à déclaration d'intérêt, directeur d'administration centrale est soumis à déclaration d'intérêt, et les sous-directeurs qui, par exemple à Bercy, sont dans des domaines économiques qui ont été définis comme à surveiller prioritairement, sont dans la déclaration de situation patrimoniale et dans la déclaration d'intérêt. En revanche, j'avoue que le chef du bureau à la Direction générale du travail, qui va prendre des décisions ou proposer de l'évolution de normes, par exemple sur l'évolution de l'architecture du dialogue social, il n'est pas dans le scope. Mais en revanche, non, mais je sais bien que c'est pas, mais c'est là où il y a les gros sujets d'élaboration réglementaire. Nicolas me fait penser en plus à quelque chose en parlant des déclarations de situation patrimoniale, et on s'est rendu compte à l'élaboration des décrets que comme les critères, le champ d'application défini par la loi n'était pas complètement de même nature entre les déclarations d'intérêt et les déclarations de situation patrimoniale, et puis au gré de l'évolution du texte dans les différentes étapes de sa conception, on s'est rendu compte que certains agents soumis à déclaration de situation patrimoniale n'étaient pas soumis à déclaration d'intérêt, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, parce qu'on peut penser que la déclaration d'intérêt, elle est beaucoup plus englobante, elle concerne beaucoup plus d'emplois que les emplois soumis à déclaration de situation patrimoniale. Et voilà, cette malfaçon des textes originaires pose aussi un certain nombre de questions à certaines administrations, et on s'en est rendu compte, et on va y remédier dans les semaines qui viennent, en modifiant les textes, en indiquant dans le décret, en modifiant le décret déclaration d'intérêt, pour indiquer que tous
les emplois soumis à déclaration de situation patrimoniale sont bien évidemment de fait soumis à déclaration d'intérêt, ce qui simplifie la vie des agents concernés, des gestionnaires, et ce qui est du bon sens en réalité. Donc, En revanche, on a eu également une discussion avec les ministères pour étendre le champ de ces obligations, par exemple sur certains services déconcentrés, pour mettre les directeurs départementaux interministériels dedans, pour compléter tous les SGAR, donc voilà, compléter aussi pour couvrir toutes les zones, et on pense avoir couvert ce qui nous paraît être les zones de risque. Sur les référents. Donc le processus pour les ministères de commencer à voir comment ils s'organisent en matière de référents date de cet été. Le premier arrêté a été publié juste avant l'alternance. C'était celui des affaires sociales qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont organisé une autorité collégiale. D'autres ministères, comme par exemple le ministère de la Culture, ont désigné une personne qui a une lettre de mission du ministre et qui fait office de référent déontologue pour le ministère. Et on se rend compte, en ayant revu les ministères il y a quelques semaines sur l'ensemble de ces questions, ces deux modèles, en fait, la moitié des ministères vont basculer sur un modèle type affaires sociales avec autorité collégiale, l'autre moitié sur un modèle une personne unique, aux affaires étrangères par exemple. À la défense, c'est un modèle où il y a un référent déontologue par armée et il y a un référent déontologue tête de pont qui coordonne tous ces sujets. Donc nous, on commence à les réunir pour rentrer un peu maintenant dans les questions concrètes qui vont poser sur quels sont les principaux sujets qui remontent. À un moment, se posera la question, vous posez la question d'un code par rapport aux chartes, se posera la question de savoir est-ce qu'il y a un corpus transversal sur ces questions déontologiques qui mériterait d'avoir une charte transversale. Je ne suis pas sûr que ça se passe à de la norme, parce que souvent c'est une question de casuistique. C'est-à-dire que souvent la question n'est pas tellement d'écrire dans un texte quelque chose qui couvrait toutes les situations. C'est en revanche de faire en sorte que l'agent voit où sont les zones de risque, où la question se pose, puisse soumettre sa question à un référent déontologue et des clés de lecture l'amenant à résoudre le sujet. Enfin, en tout cas, nous, notre approche, c'est que c'est ça qui sera opérant sur le changement de posture. Et dernier point sur les référents déontologues, un des sujets qui va être assez difficile pour trouver le bon équilibre, c'est le maillage territorial. C'est-à-dire que là, je vous ai décrit l'organisation de la fonction avec des têtes de pont ministérielles. On est en train de voir comment, au niveau de chaque région administrative, on pourrait avoir des têtes de pont qui bénéficieraient des mêmes garanties du référent déontologue. Il a des garanties statutaires en tant que lanceur d'alerte qui font qu'il ne peut pas non plus être maltraité, qu'il est protégé des sanctions disciplinaires. On a besoin d'avoir des personnes qui, sur les territoires, ont ces garanties. On doit discuter également avec la DGCL pour voir comment ça se décline concrètement dans les collectivités locales. Voilà, donc on a un enjeu de maillage du territoire et d'avoir des gens accessibles, pas trop éloignés. Et voilà, donc ça se met en place en tout cas. Bien, je reviens juste une seconde sur le code pour lequel je vous ai questionné, de savoir s'il ne faudrait pas avoir un code unique. En fait, le fond de ma pensée, c'était surtout que, en effet, il y a le statut général de la fonction publique. Maintenant, généralement, les codes de déontologie, quand ils sont rédigés, sont beaucoup plus accessibles à l'ensemble des agents de la fonction publique que le statut général de la fonction publique ou qu'un texte de loi qui n'est pas forcément toujours très accessible pour tous les agents de toutes les fonctions publiques et à tous les niveaux. Voilà, pour enseigner le droit à la fac, voilà, le statut général de la fonction publique, je ne suis pas certain que tout le monde ait du moins la motivation pour le lire et puis soit armé pour en comprendre l'ensemble des subtilités, quoi. C'est quand même un langage qui est juridique, contrairement à des codes de déontologie qui peuvent viser en tout cas un grand public. C'était surtout ça. Maintenant, dans la manière dont c'est rédigé, on peut y retrouver l'impartialité, le devoir de neutralité, pourquoi pas le devoir de réserve également, l'obligation de réserve, qui est quelque chose qui pourrait sembler importante. Une autre question, mais pour passer vraiment sur les conflits d'intérêts et puis sur les obligations qu'on pourrait imposer, est-ce que vous ne pensez pas que un fonctionnaire qui quitte la fonction publique pour aller travailler dans le secteur privé, derrière, ne puisse pas forcément réintégrer la fonction publique quelques années plus tard et faire ainsi des allers-retours? Est-ce qu'il n'y a pas un garde-fou qu'il faudrait poser avec une interdiction pour un fonctionnaire qui quitte la fonction publique de ensuite réintégrer la fonction publique? Ouais. Là, je pense qu'il faut peut-être situer la question de façon un petit peu plus... Alors, je sais pas du tout que je ne veux pas y répondre, mais je pense que...
Bon, si on interdit, non, mais si on interdit purement et simplement le départ dans le secteur privé, bon, a priori, quand on rentre dans la fonction publique, c'est pour servir la fonction publique, c'est clair. Mais quand on rentre dans la fonction publique à 25 ans ou à 30 ans ou à 22 ans, comme moi je suis rentrée dans la fonction publique, j'avais 22 ans, j'en ai 46. J'y suis rentrée pour servir. En même temps, je ne savais pas si à 50 ans ou 55 ans, j'aurais peut-être envie d'avoir une expérience dans le secteur privé de 2 ou 3 ans et puis ensuite de réintégrer mon corps d'origine. Je crains que, à une époque où on s'interroge beaucoup sur l'attractivité de la fonction publique, notamment pour les jeunes générations, je crains que poser d'emblée une interdiction et une clause de non-retour ne dissuade ces jeunes de passer les concours, en réalité. C'est-à-dire qu'après, c'est pour ça que je disais qu'il faut resituer la question de façon beaucoup plus large, parce que la question que vous posez, elle est, selon moi, liée au mode de recrutement dans la fonction publique. Si on impose aux fonctionnaires qui sont sous statut une interdiction de partir dans le privé sauf à démissionner, dans ce cas, je pense qu'un certain nombre de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, se diront « je ne vais pas passer les concours, je vais me faire recruter comme contractuel, ce sera beaucoup plus simple, je négocierai ma rémunération, ok, je n'ai pas de garantie de déroulement, mais je peux être recruté en CDI directement, le statut le permet. Donc je vais négocier un CDI avec telle collectivité locale, et puis après je fais ce que je veux. Et du coup, je trouve que, on a quand même un principe de recrutement par concours dans la fonction publique. Alors après, on pourra avoir des discussions, on en a beaucoup entre nous, sur qu'est-ce que c'est qu'un concours, comment il faut le concevoir de façon à ce qu'il réponde à la fois au souci de diversification des recrutements dans la fonction publique et à la professionnalisation des recrutements. Mais vraiment, je pense que si on crée ce genre de règles, il faut vraiment s'interroger sur les effets de bord que ça peut avoir. Et que les instruments qu'on est en train de mettre en place, justement, pour poser des garde-fous à ces départs des fonctionnaires dans le secteur privé, avec le contrôle de la commission de déontologie, et éventuellement au retour de ces fonctionnaires, s'ils occupent certains emplois soumis à déclaration d'intérêt et déclaration de situation patrimoniale, je pense qu'avec les instruments qu'on est en train de mettre en place, alors après on se rendra compte qu'il y a peut-être des trous dans la raquette, comme on dit, mais au moins pour le moment, on a des instruments qui peuvent nous permettre de stopper les dérives et d'empêcher des conflits, d'empêcher les conflits d'intérêts, sans recourir à une interdiction absolue. C'est ce qu'on a essayé de faire avec ce fameux décret que je mentionnais tout à l'heure de mai 2017, en disant, pour ceux qui sont soumis à engagement de servir, vous pouvez partir quelques années dans le secteur privé concurrentiel, mais du coup, après, choisissez, quoi. Enfin, soit vous revenez quelques années, soit vous démissionnez. Et du reste, ce départ de la fonction publique sans retour, eh bien, il est parfois fait, y compris par des fonctionnaires qui ont déroulé une certaine carrière dans la fonction publique, mais qui vont utiliser leur droit à disponibilité pour convenance personnelle qui, ce droit est d'une durée limitée, et qui, à l'expiration de ce droit, à l'expiration des 10 ans de dispo pour convenance personnelle, alors vous me direz c'est long 10 ans, mais dans une carrière qui a tendance à s'allonger, pas tant que ça, à l'expiration de cette durée de 10 ans, le choix s'impose, je reviens dans l'administration, je quitte définitivement l'administration. Enfin, je me fais un peu l'avocat du diable, et puis pour essayer d'avoir un échange, mais comment vous voulez empêcher, par exemple, un agent de la fonction publique je prends un exemple, sans vouloir stigmatiser, mais qui travaille au ministère de la Santé, puis qui a du coup un carnet d'adresses assez important, qui va travailler pour un labo, faire bénéficier ce labo du carnet d'adresses qu'il a construit quand il était à la fonction publique, puis ensuite réintégrer la fonction publique, et puis même sans forcément prendre de décision au sein de la fonction publique, mais dans la manière d'amener la prise de décision par d'autres, puisse favoriser ce laboratoire-là.
Enfin, ce qui est un petit peu gênant dans les allers-retours qu'on a comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une connivence entre tout ça. C'est bien pour ça qu'en tout cas, il y a un premier contrôle à la sortie de la fonction publique, qui est que ce cas est typiquement le cas qui est examiné par une commission de déontologie et qui normalement devrait entraîner un avis d'incompatibilité avec... Non, avec juste cette réserve qui est le secret dont sont toujours entourés, s'agissant des décisions individuelles, les avis de la commission de déontologie. Ils ne sont pas... Non, au départ, quand il y a un avis avec réserve, et la loi de 2016 n'a rien changé à ce cas-là, à ma connaissance, quand vous avez un départ vers le public et que la commission de déontologie met un avis avec réserve, l'avis, il reste... il n'est pas public, pardon, cet avis. Il y a un avis de la CADA qui dit que les avis de la commission de déontologie sont rendus publics, et lorsque un avis il peut Être rendu public. Non. C'est-à-dire qu'on peut le solliciter. On a même en projet. Alors, déjà, les avis les plus importants figurent dans le rapport qui est remis chaque année au Premier ministre. C'est le rapport annuel de la commission de déontologie. Il est envisagé également de mettre en ligne les avis les plus importants de la commission de déontologie. Donc là aussi, les avis qui seraient avec réserve. Bien sûr, il y a Je parle vraiment des avis individuels sur les. D'accord. les avis individuels comme les. Individuels favorables avec réserve. Hein. Je parle de cela également. C'est comme en juridiction, quand vous avez des décisions de justice, vous allez vous regardez la décision de justice, il n'y a pas le nom de la personne, il y a même une obligation d'anonymisation. C'est une obligation d'anonymiser. C'est bien tout le problème, évidemment. Voilà, mais c'est la même logique. Qui existe déjà au Conseil d'État, par exemple, etc. Évidemment, elle n'est pas très opérante. C'est-à-dire qu'elle n'empêche pas des membres du Conseil d'État d'aller exercer dans un cabinet d'avocats et où ils feront valoir leurs compétences particulières. Le cabinet d'avocats ne se gênera pas pour faire de la publicité, alors que l'avis, mais comme personne, en dehors des membres de la commission d'anthologie, n'est capable de faire le rapprochement entre la personne sur qui cet avis a été remis et le fonctionnaire en question, c'est un peu compliqué. Donc très, très clairement, je pense que si on veut établir de la transparence et rassurer nos concitoyens, il faut, et si on veut d'ailleurs faire perdre faire disparaître une partie du risque que quelqu'un soit recruté pour sa capacité à influencer ou pour de mauvaises raisons, parce qu'il est dans le passé aidé à influencer, il faut clairement qu'il y ait une publicité des avis intuitu personnel, quoi. C'est-à-dire qu'on sache que monsieur machin, que le général truc, s'il va travailler dans telle entreprise, etc., il n'aura pas le droit d'entrer en contact avec ses anciens collègues de son ministère. Par exemple, ça au moins, ça aura un effet. Mais tant qu'on ne le sait pas, tant que ça reste, tant qu'il n'y a que lui qui le sait, la portée est quand même très limitée. Alors, la portée n'est pas limitée puisque ça peut empêcher, mais vous avez raison que par rapport à la question de confiance et de transparence, c'est une question un petit peu politique qui est posée. Nous, on a une réflexion sur l'évolution de la commission de déontologie, sur aller sur une plus grande forme de transparence qui permettrait d'avoir les avis, disponibles et accessibles. C'est une réflexion qu'on a en ce moment parce qu'on voit bien effectivement qu'il y a une demande de ce type de créer encore davantage de confiance autour de ce type de mécanisme. Mais en tout cas, le mécanisme existe aujourd'hui qui empêche la personne dans cette situation d'aller prendre un contrat dans une entreprise privée sur un secteur qu'elle a autorisé, contrôlé, ou etc. Et je suis d'accord qu'une réflexion sur une plus grande transparence des procédures d'avis permettrait de le faire savoir et de rassurer sur ce point. Monsieur, avant vous, un membre du Conseil d'État qui a été directeur général de l'administration de la fonction publique, qui d'ailleurs, en termes de son exposé, on comprend très, très clairement que la seule alternative à des règles d'interdiction générale, etc., de mobilité, que personne ne souhaite vraiment, c'est une totale transparence sur les avis de la commission de déontologie pour s'assurer que toutes les précautions sont bien prises. Et à cette condition-là seulement... Oui, vas-y. Enfin, sur ce point... on est assez d'accord là-dessus, parce que si on part du principe qu'en fait on a le choix entre un modèle de contrôle extérieur à l'administration, qui sera peut-être plus rassurant pour les citoyens, pour la représentation nationale, je le comprends par rapport à ce que vous évoquez,
mais qui en fait serait sans lien direct avec les administrations et ne permettrait pas d'enchaîner ce changement de posture, cette diffusion de l'information, ce changement des pratiques au concret. On est plutôt sur ce second type de modèle, mais effectivement, ça suppose d'aller vers plus de transparence pour rassurer sur le fait que... Mais nous, voilà, nous on le voit de l'intérieur, donc on sait que le mécanisme fonctionne et est très issu des situations, mais le faire savoir est tout aussi important. Ça limite même le risque, c'est-à-dire que si on sait, s'il est de notoriété publique que M. Machin, qui vient de telle direction, n'aura pas le droit d'entrer en contact, de traiter des affaires avec, etc., à partir du moment où il le ferait, l'Agence française anticorruption, par exemple, pourrait très clairement rentrer dans un système de sanctions, enclencher des sanctions pénales. Alors qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est au mieux, c'est considéré comme une faute déontologique, le manquement, enfin le simple manquement aux réserves mises par la commission de déontologie. On risque quoi? On risque un blâme le jour où on revient dans la fonction publique. On veut pas vous raconter de bêtises, mais il me semble que comment dire, la sanction qui s'imposerait à un fonctionnaire qui ne respecterait pas l'avis de la commission de déontologie, en tant que cet avis exprimerait des réserves partielles dans l'exercice de ses activités privées, ou encore pire, enfreindrait l'avis d'incompatibilité totale pour aller travailler dans une boîte alors que la commission de déontologie aurait émis un avis d'incompatibilité. Outre le droit disciplinaire, enfin, il faudra regarder quand même si pénalement il n'y a pas un petit sujet quand même. Oui, et il y a surtout, dans cette hypothèse-là, donc un agent public qui ne respecterait pas l'avis d'incompatibilité et qui partirait dans le secteur privé, de toute façon, son contrat serait nul par l'effet de la loi et serait rompu automatiquement sans indemnité, outre les poursuites disciplinaires auxquelles il s'expose, et éventuellement un risque pénal si, en ne respectant pas l'avis d'incompatibilité, il se met en situation de conflit d'intérêts, il s'expose éventuellement à une sanction pénale. Concrètement, les moyens de la commission de déontologie pour contrôler le respect de ces avis. Est-ce que ça se fait d'ailleurs? Aujourd'hui, on est sur un dispositif de responsabilisation des administrations pour en assurer le suivi. Mais dans le cadre des réflexions qu'on mène actuellement sur l'évolution de la commission de déontologie, on a aussi une réflexion sur, et notamment, si on réfléchit à la transparence, en fait, on a la publicité des avis qui permet de mettre en tension le système pour en assurer le suivi. C'est un point sur lequel on veut renforcer la possibilité d'avoir un suivi auprès des administrations de la façon dont les préconisations étaient mises en place. Ailleurs, Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de contrôle. C'est ça qu'il faut, parce que du coup, c'est pas la j'ai commission compris qu'il y avait une volonté c'est pas la de le commission faire, de déontologie qui contrôle. C'est-à-dire que la commission de déontologie, elle émet l'avis au moment du départ. Ok, elle instruit les dossiers, mais c'est pas à elle, il ne lui incombe pas ça incombe à l'administration. De quel fait? Il y a un texte qui dit que c'est un combat administratif. Oui. C'est la commission de déontologie, elle émet un avis de compatibilité avec réserve, ou d'incompatibilité. Et la loi dit, en cas de compatibilité avec réserve ou d'incompatibilité, la partie réserve ou l'incompatibilité lie l'administration. Mais ça reste l'administration qui prend la décision de laisser partir ou pas l'agent. C'est pas la commission et pas... La question est très clairement, qui aujourd'hui s'assure que, c'est un cas qui a été commenté, donc je me permets de le citer, un directeur du Trésor qui part pour diriger
un fonds d'investissement chinois, j'imagine, j'ose espérer que la commission de déontologie a quand même émis un certain nombre de réserves sur ce qu'il avait le droit de faire, notamment s'intéresser ou pas aux entreprises dans lesquelles l'État français était actionnaire ou pas. Enfin voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'assure que, voilà, que le fonctionnaire en question ne respecte cet avis très précisément, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a regardé, l'avis, et qui s'assure, qui fait l'espèce de police des décisions de la commission de déontologie? Encore une fois, ça m'est difficile de vous faire une autre réponse que celle qui consiste à dire, nous, les avis de la commission de déontologie, ils sont envoyés à l'administration, à la DRH, je ne sais pas si c'est à la DRH ou à l'administration qui requiert, mais il y a une copie à la DRH probablement. Enfin, et c'est à l'administration de vérifier. Après, si je veux répondre à votre question sur le cas précis, je ne pense pas que la Direction générale du Trésor soit à même de tracer le téléphone portable de son ancien directeur général pour savoir si, le cas échéant, ou de décrypter son emploi du temps au jour le jour pour voir si, le cas échéant, il aurait un contact avec quelqu'un de la Direction générale du Trésor travaillant, encore une fois, c'est pas une interdiction générale et absolue de contact avec les gens du Trésor, mais quelqu'un qui travaillerait soit dans la zone géographique, soit dans le domaine fonctionnel du fonds d'investissement dans lequel il est. Donc je relève et j'admets bien volontiers que le système de police des avis de la commission, alors il relève des ministères, mais que derrière les moyens, on ne peut pas s'assurer... On peut considérer, Madame la Directrice, que ça fera partie de votre mission au titre de l'article 1er du décret de décembre 2016. Hein? Alors, oui. Le décret de 2016 ne nous donne pas un pouvoir d'intervention directe ni de police des cas particuliers. En revanche, il nous donne un rôle de coordination. C'est ce que vous avez cité tout à l'heure, de coordination de l'ensemble des acteurs. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le fait d'avoir des mécanismes où en fait on s'assure que les administrations ont un suivi de ces situations, pour nous c'est la bonne façon de faire. On ne pourra pas le faire en direct. En revanche, de responsabiliser les administrations sur ce suivi, de voir comment, de la même façon qu'on a une plus grande transparence sur les avis, on peut organiser des feedbacks réguliers pour vérifier avec les administrations qui suivent bien toutes ces situations. Voilà, on est sur ce type de contrôle indirect et on n'aura pas de pouvoir de police. En tout cas, on n'aura pas les ETP pour le faire. Mais... Moi, je me demande quand même comment ça peut fonctionner, parce que si je reprends l'exemple de tout à l'heure, la personne du ministère de la Santé qui va travailler pour un labo, je vois mal l'administration de la Santé aller le suivre au jour le jour pour voir s'il suit bien les recommandations qui ont été données par la commission de déontologie. Non, mais s'il y a des réserves, pas une incompatibilité générale, et qu'on lui dit OK, sous certaines réserves, comment on va aller contrôler le respect de ces réserves-là? Comment même l'administration aura les moyens de contrôler? Parce que, à moins de lui mettre quelqu'un qui le suit en permanence pour voir s'il ne prend pas contact avec un tel ou un tel, c'est pas possible. Donc on voit bien, et c'est peut-être aussi ce qui amène le président de la République dans l'interview de la Croix à dire que, comme on en parlait tout à l'heure, qu'il y avait peut-être certains domaines où il faut imaginer un régime d'interdiction. De facto sur la situation que vous évoquez, c'est-à-dire quelqu'un qui serait dans les services du ministère de la Santé, par exemple sur des agréments médicaux ou sur ce type de choses, et qui irait travailler juste après, enfin qui souhaiterait aller travailler dans l'entreprise qu'il a consolée précédemment, on est typiquement dans le genre de cas qui entraîne une interdiction pure et simple. Mais du coup, ça revient à ce que vous dites. Ouais. On pourrait lui dire tout simplement, dans votre cas, vous avez exercé des fonctions au sein de l'administration qui ne justifient pas, selon la commission de déontologie, une interdiction absolue d'aller travailler, sous réserve quand même de ne pas faire ça et ça. Mais personne ne sera en mesure de le contrôler. Si je peux me permettre, je pense que ce qu'il faut prendre aussi comme corollaire à votre question, c'est-à-dire que là, on parle du contrôle de la personne qui part, ok, et de la façon de vérifier que le fonctionnaire qui part bosser pour un labo, pour un fonds d'investissement,
ne va pas reprendre contact, essayer d'influencer l'administration qu'il a quittée. Mais il y a dans ce cas, à mon sens, et c'est aussi le sens de cette diffusion de la culture déontologique, un rôle fondamental des fonctionnaires de cette administration, du fameux carnet d'adresses que vous mentionnez, qui est de dire, enfin voilà, ok, t'es parti, tu me demandes ça, non. Enfin, il faut pas, je pense très fort, et c'est pour ça que l'idée de la transparence nous est si chère, c'est que je pense que le système, en fait, ne doit pas uniquement reposer sur la personne qui part et sur la commission de déontologie et sur la DRH du ministère en question, mais en réalité sur chacune des personnes. Et on parlait, je disais dans mon propos liminaire, on constate quand même que tout un chacun est nettement plus prudent et a tendance à être presque, à refuser absolument tout contact et cadeau du privé, parce que les personnes elles-mêmes qui restent dans l'administration ne souhaitent pas être embarquées dans ce risque de conflit d'intérêts. Donc je pense qu'en réalité, le système, il peut aussi trouver son équilibre avec l'intégrité, la déontologie des agents du ministère de la Santé qui diront non, ça ne marche pas. Après, ça ne marche pas lorsqu'il y a un risque de conflit d'intérêts. Mais je vais intervenir sur un champ un tout petit peu différent pour vous faire part de l'expérience que moi j'ai vécue quand j'étais au service juridique de la Commission à Bruxelles. J'y étais en tant que fonctionnaire française et j'ai été comme experte nationale détachée. Il m'est donc arrivé de traiter des affaires françaises, traitées par la Commission européenne sur des affaires de TVA, contre les positions françaises, mais que je n'avais pas du tout connues auparavant. C'était des dossiers que je n'avais pas connus dans l'administration française. On est bien d'accord. Donc là, je n'étais pas en conflit d'intérêts. Mais je travaillais pour la Commission. Je considérais que j'avais une double loyauté, une loyauté vis-à-vis du gouvernement français qui m'envoyait travailler là-bas pour y gagner de l'expérience, et une loyauté vis-à-vis de la Commission qui m'employait. Et je pense que quelque part, des gens qui sont aussi capables de faire la passerelle et de dire, et c'était mon cas, j'ai un souvenir très précis d'un dossier, où j'ai dit, à un moment donné, à la Commission, si on n'avance pas la procédure d'infraction contre la France, non pas parce que je suis française, mais parce que la disposition législative qui règle la procédure d'infraction, elle est en cours d'adoption au Parlement. Donc si on attend 3 mois, il n'y a plus d'infraction et ça fait économiser de l'énergie à tout le monde. Voilà. Et d'un autre côté, sur certains points où j'avais des contacts constants avec la représentation permanente française, pour dire, sur certains points, ne dites pas ça à la Commission, vous les prenez pour des imbéciles, et donc ils vont avancer la procédure d'infraction. Donc je pense aussi qu'il ne faut pas non plus mettre des murs qui étanchéifient totalement les contacts entre différentes sphères, privées, publiques, à partir du moment où ça peut permettre un meilleur fonctionnement global. En revanche, et c'est le thème de votre mission d'information, s'il y a un risque de conflit d'intérêts, il est bien évident et bien clair qu'il appartient à la commission de déontologie de les empêcher en prenant des avis d'incompatibilité, aux agents qui souhaitent partir dans le privé de réfléchir quand même un petit peu à leur projet professionnel pour éviter d'être dans cette situation de conflit d'intérêts, et derrière, aux agents publics qui sont dans les administrations en question, d'être imperméables à ces conflits parce que, quelque part, eux aussi, ils peuvent en subir, je pense, derrière les conséquences. Mais écoutez, merci. Vous m'amenez, moi, parfaitement en fait, à ma dernière question, parce qu'après, j'en aurai pas d'autres. C'est sur le système des lanceurs d'alerte au sein de l'administration. Il y a des avancées qui ont été faites en 2016. Est-ce que, d'après vous, on est allé suffisamment loin et aujourd'hui, ils ont un régime suffisamment protecteur ou faudrait-il encore s'y attacher ? Alors, la loi Sapin a effectivement renforcé de manière assez forte la protection des lanceurs d'alerte en introduisant dans l'article 6ter-A du statut général, qui était le dispositif préexistant, dispositif dit sectoriel de protection des lanceurs d'alerte, mais sur un champ assez limité, puisque c'est
c'était la dénonciation de faits constitutifs de crimes, délits, et depuis la loi du 20 avril 2016, les situations de conflit d'intérêts. Donc là, ça a été très largement étendu par la loi Sapin à d'autres violations manifestes à la fois de lois, de règlements, d'accords internationaux et par ailleurs de menaces graves ou d'atteinte à des préjudices d'intérêt général. Donc le champ, en tout cas de l'alerte en elle-même, est beaucoup plus large. Par ailleurs, la loi Sapin a effectivement introduit à la fois des dispositifs pour canaliser les lancements d'alerte dans un but à la fois de protéger les lanceurs d'alerte eux-mêmes et par ailleurs de faire en sorte que ces alertes soient mieux traitées par l'administration, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'en fait, il n'y avait pas de dispositif, justement, ni d'étape dans la signalisation et dans le signalement, plutôt, ni par ailleurs de garantie de traitement de ces signalements. Les garanties qui ont été introduites sont, par ailleurs, beaucoup plus larges que ce qui est le cas auparavant, puisqu'auparavant, dans le statut général, c'était essentiellement une protection contre les mesures qui sont dites maintenant des mesures discriminatoires, qui peuvent être prises en cours de carrière, des mesures disciplinaires, des mesures de retard à la promotion, des mesures également défavorables en matière indemnitaire. Là, on va beaucoup plus loin, puisque, outre ces mesures discriminatoires qui ne peuvent pas être prononcées contre les lanceurs d'alerte, on a par ailleurs un dispositif d'irresponsabilité pénale en cas de violation du secret professionnel, sauf certains secrets qui sont dont la protection est renforcée, et par ailleurs plusieurs sanctions pénales qui viennent garantir le fait qu'il n'y aura pas d'obstacle au signalement de l'alerte pour un lanceur d'alerte, et par ailleurs, il y a également des sanctions pénales qui viennent sanctionner les atteintes qui seraient portées aux garanties de confidentialité très renforcées dont ils bénéficient. Donc on a vraiment actuellement, avec la loi Sapin, un dispositif de protection qui est beaucoup plus fort que celui qui existait auparavant. Et en revanche, enfin, c'est pas en revanche, mais ce dispositif pour autant n'est pas encore totalement déployé, puisque pour qu'il soit totalement déployé, il faut que des procédures de signalement soient mises en place dans l'ensemble, non seulement des administrations, mais des entreprises de plus de 50 salariés dans le secteur privé, donc vraiment sur l'ensemble du territoire. Et ces procédures de signalement, elles sont en cours d'élaboration au sein des administrations, et c'est lorsqu'elles seront mises en place que ces différents canaux de signalement pourront être utilisés par les lanceurs d'alerte et qu'ils pourront revendiquer le bénéfice de la protection parce qu'ils auront justement respecté cette progression des signalements qui peut aller, là aussi c'était pas clair auparavant, du signalement interne au signalement externe si le signalement interne n'est pas traité ou lorsqu'on est en présence d'un danger grave pour l'intérêt général, jusqu'au fait de rendre public l'alerte, ce qui n'était pas clairement le cas auparavant. Donc on est vraiment en présence d'un dispositif beaucoup plus protecteur, mais dont on ne voit pas encore aujourd'hui, et c'est difficile de dire si c'est un dispositif qui est suffisant, puisque aujourd'hui il n'est pas totalement déployé, et donc on ne sait pas encore exactement comment les lanceurs d'alerte vont l'utiliser, et voilà, est-ce qu'il y aura des cas dans lesquels, malgré ce dispositif, des lanceurs d'alerte continuent à faire l'objet de procédures pénales ou de poursuites disciplinaires. Je pense que ce sera moins le cas, mais éventuellement de poursuites pénales, notamment par les entreprises auxquelles ils portent, aux intérêts desquels ils portent atteinte par les alertes effectuées. J'avais une dernière. Avez-vous été associé à la rédaction du décret du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêt? Non, vous avez participé à une interministérielle quand même. Ce serait le seul décret qui n'aurait pas fait l'objet d'une rime. En soi, ce serait un scoop. En tout cas, je ne pense pas qu'on était associés. La date du 9 mai 2017, voilà. La rime a dû avoir lieu un petit peu plus tôt, avant la publication au JO. Non, c'est celui qui définit qui est... non. Pardon ? C'est plus la direction des affaires juridiques de Bercy qui l'a suivi pour le ministère, s'agissant d'un sujet qui touche aux activités économiques et pas directement au sujet fonction publique. En tout cas, on n'a pas été associés, mais...
Parce que l'article 1er du décret dit expressément le contraire de la loi, quoi. On n'est pas coupable cette fois. Voilà. Du coup, c'est bon, on vous laisse sortir de l'Assemblée. On vous remercie beaucoup. Merci à On vous. reste à votre disposition. Évidemment, on apportera des réponses aux questionnaires qu'on a reçus. Non, mais merci à vous d'avoir pris de votre temps et on a eu un échange, je pense, qui était intéressant. Voilà. Merci.